Lors de la réunion annuelle de mes parents, ma sœur est arrivée et s'est mise à courir en pointant un .45 chargé sur ma fille de 5 ans. Elle a dit, « Maintiens bien la pomme sur ta tête. Si tu bouges, alors autre chose s'envolera », en riant tandis que le cran de sûreté se désengageait. Quand je me suis jetée en avant pour le lui prendre, mon père m'a agrippé le bras en sifflant, « Arrête de tout gâcher. Pour une fois qu'elle s'amuse enfin. » Ma mère a hoché la tête et a ajouté, « Laisse-la être la tante amusante. » Je me suis figée d'horreur. C'était il y a 4 heures. Maintenant, je regarde à travers la vitre de l'hôpital les médecins s'affairer sur ma fille, tandis que 3 policiers emmènent ma sœur hurlante, menottée, qui ne cesse de crier, « Ce n'était qu'un jeu. » Ils ont dit que c'était d'accord. Les néons au-dessus de l'unité de soins intensifs pédiatriques vrombissaient avec une fréquence oppressante. Ma paume, pressée contre la vitre d'observation, était moite, laissant des marques de buée que je remarquais à peine. À l'intérieur de cette chambre stérile, des machines bipaient au rythme du cœur de ma fille, Emma, pendant qu'une équipe de chirurgiens travaillait avec une précision que je ne pouvais pas entièrement saisir. La balle était entrée par son épaule gauche, manquant de peu les artères vitales, parce que le médecin des urgences a appelé un acte d'intervention divine. Une intervention divine, comme si une puissance supérieure avait veillé sur mon enfant, alors que mes propres parents étaient restés là, encourageant son exécution potentielle. 4 heures plus tôt, j'arrangeais de la salade de pommes de terre sur des assiettes en carton lors de la réunion d'été annuelle de mes parents, dans leur vaste jardin de cédar rapide. L'événement était devenu une tradition au cours de la dernière décennie, rassemblant des membres de la famille élargie dispersés à travers l'Iowa et les États voisins. Des cousins que je reconnaissais à peine se mêlaient près du barbecue où mon père retournait les hamburgers avec une touche théâtrale. Ma mère orchestrait le rassemblement comme un chef d'orchestre, s'assurant que chaque détail reflétait sa vision de la perfection domestique. Emma jouait avec ses jeunes cousins près de la balançoire accrochée aux chaînes, son rire fusant à travers la pelouse en éclats de pure joie. Elle portait la robe d'été jaune que je lui avais achetée le mois dernier, celle avec de petites marguerites brodées le long de l'ourlet. Ses cheveux bruns avaient été tressés ce matin-là, mais des mèches s'étaient maintenant échappées en mèches folles autour de son visage. Elle avait l'air si innocente, si complètement inconsciente que son monde était sur le point de voler en éclats. Ma sœur, Tamara, est arrivée en retard, comme d'habitude. Elle s'est garée dans une voiture de location vers 14 heures, sortant avec des lunettes de soleil surdimensionnées qui cachaient la majeure partie de son visage. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 8 mois, pas depuis qu'elle était arrivée au dîner de Thanksgiving, visiblement ivre, et avait fait une scène à propos de notre enfance. Tamara avait toujours été l'instable, la fille dont les sautes d'humeur et le comportement erratique étaient devenus un folklore familial. Mes parents excusaient tout ce qu'elle faisait avec une efficacité bien rodée, tissant des récits qui transformaient son chaos en charme excentrique. Voilà ma nièce préférée. La voix de Tamara a retenti à travers le jardin alors qu'elle apercevait Emma. Quelque chose dans son ton me raidit l'échine, trop enjoué, trop forcé, avec une pointe qui suggérait qu'elle avait déjà bu. Elle portait un grand sac à main en bandoulière et se dirigea vers les enfants avec un enthousiasme exagéré. Je l'ai regardé prendre Emma dans une étreinte qui dura trop longtemps, le genre qui fait se tortiller les enfants. Le visage de ma fille montrait une tolérance polie plutôt qu'une affection sincère. Elle ne s'était rencontrée qu'une poignée de fois, et Emma m'avait un jour dit à voix basse que « Tante Tamara sent bizarre et parle trop fort ». L'après-midi s'est déroulé avec une tension croissante que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Tamara buvait régulièrement dans une flasque qu'elle gardait dans son sac, mélangeant l'alcool qu'elle avait apporté avec de la limonade dans un gobelet en plastique rouge. Ma mère l'a remarqué mais n'a rien dit, me lançant des regards d'avertissement chaque fois que j'ouvrais la bouche pour protester. La dynamique familiale avait toujours fonctionné ainsi. Le comportement de Tamara était ignoré tandis que je portais le poids d'être la responsable. Vers 17 heures, quelqu'un a suggéré des jeux pour les enfants. Une station improvisée de pêche aux pommes est apparue, puis des courses en sac à travers la pelouse. Emma participait avec un enthousiasme débridé, son visage rougeoyant de courir dans la chaleur de l'été. Tamara observait depuis une chaise de jardin, ses lunettes de soleil maintenant perchées sur sa tête, ses yeux suivant les mouvements d'Emma avec une concentration troublante. Ce qui s'est passé ensuite a semblé déchirer la réalité. Tamara se leva brusquement,
plongeant la main dans son sac avec une détermination soudaine. Quand sa main en est ressortie, elle tenait un pistolet de calibre .45 qui brillait d'un éclat mat sous le soleil de fin d'après-midi. Les conversations autour de moi ne se sont pas arrêtées immédiatement. Les gens ne s'attendent pas à voir des armes à feu lors des pique-niques familiaux, alors leur esprit luttait pour traiter l'information. Emma, appela Tamara, sa voix prenant une tonalité chantante qui me glaça le sang. Viens ici, ma chérie. Tante Tamara a le meilleur des jeux. Ma fille s'est retournée, a vu l'arme, et son petit corps s'est raidi. À 5 ans, elle reconnaissait le danger, même si elle ne pouvait pas le nommer. D'autres enfants se sont dispersés instinctivement tandis que les adultes ont finalement réalisé ce qu'ils voyaient. Le temps s'est étiré en quelque chose d'élastique et d'horrifiant. Tamara a attrapé une pomme dans un bol voisin, la plaçant sur la tête d'Emma avec une cérémonie théâtrale. Maintenant, ne bouge pas du tout, a-t-elle ordonné, reculant tout en levant l'arme. Maintiens bien cette pomme sur ta tête. Si tu bouges, alors autre chose s'envolera. Elle ponctua cette phrase d'un rire aigu et cassant comme du verre qui se brise. Le bruit du cran de sûreté qui se désengageait a percé le bruit ambiant avec une clarté terrible. Je me suis jetée en avant, l'instinct maternel l'emportant sur la pensée rationnelle. La main de mon père s'est refermée sur mon bras avec une force brutale, me tirant en arrière si violemment que j'ai trébuché. Arrête de tout gâcher, a-t-il sifflé directement dans mon oreille, son souffle chaud contre ma peau. Pour une fois qu'elle s'amuse enfin. Ma mère est apparue à son épaule, son visage arborant une expression de plaisanterie déterminée. Laisse-la être la tante amusante, dit-elle, comme si elle arbitrait un désaccord mineur sur les portions de dessert. Je me suis figée. Une paralysie complète s'est emparée de mes membres tandis que mon cerveau luttait pour concilier leurs paroles avec la scène qui se déroulait devant moi. Ma sœur se tenait à environ 4,5 mètres de ma fille, pointant une arme chargée sur sa tête, pendant que mes parents me retenaient physiquement d'intervenir. L'horreur surréaliste de la situation dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Tam, pose ce pistolet. Ma voix est sortie étranglée, à peine audible. Elle m'a ignoré, ajustant sa posture comme quelqu'un qui avait regardé trop de films d'action. Le visage d'Emma était devenu blanc, sa lèvre inférieure tremblait alors que des larmes coulaient sur ses joues. La pomme vacillait sur sa tête. Reste tranquille, Emma, gloussa Tamara. C'est comme Guillaume Tell. Ta maman est une telle rabat-joie. D'autres membres de la famille se tenaient figés dans divers états de choc et de confusion. Mon oncle Roger avait sorti son téléphone, mais semblait incapable de décider s'il devait appeler à l'aide. Ma cousine Jessica poussait ses propres enfants vers la maison. Personne n'a bougé pour arrêter physiquement Tamara, comme si elle avait créé une barrière invisible qui paralysait tout le monde. Le coup de feu, quand il est parti, ne ressemblait en rien à ce qu'on entend dans les films. La détonation de l'air déplacé a été comme un coup physique, suivi immédiatement par le cri d'Emma, un cri aigu, animal, un son qu'aucun parent ne devrait jamais entendre son enfant pousser. Elle a tournoyé sur le côté, la pomme s'envolant de sa tête tandis que le sang s'épanouissait sur sa robe jaune. Tout ce qui a suivi est devenu fragmenté. Je me suis libérée de l'emprise de mon père, apprenant plus tard que je lui avais déboîté le pouce dans le processus. Les 4,5 mètres qui me séparaient de ma fille m'ont paru des kilomètres. Elle gisait sur l'herbe, son petit corps convulsant sous le choc, le sang s'accumulant sous son épaule. Mes mains se sont pressées contre la blessure, essayant d'arrêter le saignement pendant que quelqu'un a enfin eu la présence d'esprit d'appeler le 911. Tamara se tenait figée, le pistolet pendant de sa main, son visage vide d'incompréhension. Ce n'était qu'un jeu, dit-elle, sa voix petite et confuse. Je ne la visais pas. Le pistolet est parti tout seul. L'ambulance est arrivée en 12 minutes. Le répartiteur m'a dit plus tard que c'était un excellent temps de réponse pour une zone rurale. Les ambulanciers ont travaillé avec un calme efficace, stabilisant Emma avant de la charger à l'arrière. Je suis montée à côté d'elle, tenant sa petite main tandis qu'elle dérivait entre conscience et inconscience. Ses yeux s'ouvraient en papillonnant, trouvaient mon visage, puis se refermaient alors que les analgésiques prenaient effet. À l'hôpital, les médecins l'ont emmenée d'urgence en chirurgie.
La balle s'était fragmentée à l'entrée, nécessitant une extraction minutieuse pour éviter d'autres dommages. Je me suis assise dans la salle d'attente, le sang d'Emma séchant sur mes mains et mes vêtements, pendant que les policiers prenaient ma déposition. Ils avaient déjà arrêté Tamara sur les lieux, bien que mes parents aient tenté d'intervenir, insistant sur le fait que tout cela n'était qu'un terrible accident. L'inspectrice Sarah Walsh a mené mon interrogatoire avec un professionnalisme bienveillant. Elle a posé des questions détaillées sur l'histoire de Tamara, son état mental, si elle avait déjà fait des menaces. J'ai répondu mécaniquement, mon esprit toujours piégé dans ce moment où la main de mon père m'avait retenu pendant que ma sœur visait mon enfant avec une arme chargée. Vos parents affirment que c'était un tragique malentendu, dit prudemment l'inspectrice Walsh. Ils disent que votre sœur ne voulait aucun mal, qu'elle jouait à un jeu qui a mal tourné. L'implication, entre nous. Avec mes parents prêts à défendre Tamara, les poursuites pourraient s'avérer compliquées. Ils avaient de l'argent, des relations et toute une vie d'entraînement à tisser des récits qui absolvent leur fille troublée de toute responsabilité. Elle a mis une pomme sur la tête de ma fille de 5 ans et lui a tiré dessus, dis-je, la voix creuse. Le cran de sûreté était désengagé, pendant que mes parents me retenaient et me disaient de la laisser s'amuser. L'expression de l'inspectrice Walsh s'est durcie. Nous avons plusieurs témoins. Votre cousine Jessica a enregistré une partie de l'incident sur son téléphone. Le taux d'alcoolémie de votre sœur était de 1,8 g par litre. Cette affaire ne va pas disparaître, peu importe ce que vos parents prétendent. Emma a survécu à l'opération, mais a dû faire face à des mois de kinésithérapie. La balle avait endommagé des muscles et des tissus conjonctifs dans son épaule. Psychologiquement, le traumatisme était plus profond. Elle se réveillait en hurlant de cauchemar, sursautait au bruit fort et refusait d'être dans la même pièce que mes parents lorsqu'ils ont tenté de lui rendre visite. Mon père s'est présenté à l'hôpital 2 jours après la fusillade, son pouce dans une attelle. Il m'a trouvé à la cafétéria pendant l'une de mes brèves pauses loin du chevet d'Emma. Nous devons parler de la façon dont nous allons gérer cela, dit-il en s'asseyant sans y être invité. Tamara fait face à de graves accusations. La famille doit présenter un front uni. Je l'ai regardé fixement, le café refroidissant dans la tasse entre mes mains. Un front uni ? C'était un accident. Un terrible, tragique accident, mais pas un crime. Tamara a commis une erreur de jugement. Elle a tiré sur ma fille, ma voix est sortie plate, sans émotion. Elle a pointé une arme chargée sur la tête d'un enfant et a appuyé sur la gâchette pendant que tu me retenais et me disais de la laisser s'amuser. Sa mâchoire s'est crispée. Tu déformes ce qui s'est passé. Nous essayons de t'empêcher de la surprendre et d'aggraver les choses. Tamara traverse une période difficile. Elle a besoin de soutien, pas de jugement. Emma avait besoin de protection. Elle avait besoin que les adultes autour d'elle agissent comme des adultes au lieu de complices. Ne prends pas ce ton avec moi, sa voix s'est élevée, attirant l'attention des tables voisines. Je suis ton père. Je mérite le respect. Tu ne mérites rien. Les mots sont sortis froids et clairs. Tu as choisi Tamara plutôt qu'Emma. Tu m'as physiquement empêché de protéger mon enfant pour que ta fille troublée puisse s'amuser. Cette décision ne mérite pas le respect. Elle mérite exactement ce que tu obtiens. Une suppression complète de nos vies. Il s'est penché en avant, le visage rougeoyant. Si tu poursuis cette vendetta, tu déchireras cette famille. Ta mère et moi ne te soutiendrons pas. Tu seras seul. Alors je serai seul. Je me suis levée, laissant une tasse de café pleine sur la table. Mais je serai seul avec ma fille vivante, ce qui est plus que ce que j'aurais eu si je t'avais écouté. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard. L'avocat de la défense de Tamara a plaidé pour des accusations réduites, invoquant des problèmes de santé mentale et l'absence d'intention. L'accusation a présenté la vidéo de Jessica, montrant les actions délibérées de Tamara, son rire, la façon dont elle avait ajusté sa visée. Ils ont présenté ses résultats d'alcoolémie, les témoignages d'autres témoins et la preuve qu'elle avait acheté l'arme 2 jours avant la réunion spécifiquement dans ce but, une information découverte dans ses messages textes à un ami. Mes parents étaient assis derrière Tamara tout au long des débats, lui offrant un soutien visible. Ma mère portait ses perles et sa meilleure expression préoccupée.
La mâchoire de mon père est restée serrée, ses yeux fixés sur le juge. Aucun d'eux ne m'a regardé, moi qui étais assise de l'autre côté de l'allée, le siège vide d'Emma à côté de moi, un rappel constant de ce que nous avions perdu. Le juge a refusé la réduction de la caution, citant le risque de fuite et le danger pour autrui. Tamara resterait en détention en attendant son procès. Alors que les policiers l'emmenaient, elle s'est finalement tournée pour me regarder, son visage s'effondrant. « Je suis désolée », a-t-elle articulé sans un son. « Je suis tellement désolée. » Ces excuses ne signifiaient rien. Des excuses n'annulent pas un traumatisme ni ne reconstruisent la confiance. Des excuses n'effacent pas le son d'un coup de feu ni les cris de ma fille. La convalescence d'Emma a progressé lentement. Les séances de kinésithérapie la laissaient épuisée et en larmes. Une psychologue pour enfants nommée Dr Patricia Martinez travaillait avec elle 2 fois par semaine, l'aidant à traiter ce qui s'était passé. J'assistais à certaines séances, écoutant ma fille décrire sa peur avec des mots hésitants, regardant ses petites mains trembler alors qu'elle parlait de la pomme, du pistolet et du rire de tante Tamara. Elle n'arrête pas de demander si papy et mamie l'aiment encore, m'a dit le docteur Martinez en privé après une séance. Elle ne peut pas comprendre pourquoi ils n'avaient pas peur, eux aussi. Moi non plus, ai-je admis. Mes parents ont tenté de me contacter à plusieurs reprises. Des appels téléphoniques auxquels je n'ai pas répondu. Des SMS que j'ai supprimés sans les lire. Des emails qui sont allés directement dans un dossier que je n'ai jamais ouvert. Ma mère s'est présentée une fois chez nous, se tenant sur le porche et sonnant avec insistance jusqu'à ce que j'ouvre la porte, mon téléphone déjà en train de composer le 911. « Tu ne peux pas nous empêcher de voir notre petite fille, dit-elle, la voix acérée d'indignation. Nous avons des droits. Vous avez renoncé à ces droits lorsque vous m'avez retenu pendant que votre fille lui tirait dessus. » J'ai gardé un ton neutre, consciente que les voisins regardaient. Partez maintenant ou je dépose une demande d'injonction d'éloignement. Pour une seule erreur? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout ce que vous avez fait était conditionnel à ce que j'accepte le comportement de Tamara sans me plaindre. J'ai fini d'accepter. Partez. Elle est partie, mais les lettres ont commencé à arriver après ça. De longues explications décousues sur le fait que j'étais déraisonnable et sans pitié, que la famille devrait rester unie dans les moments difficiles, que Tamara avait plus que jamais besoin de notre soutien, qu'Emma se remettrait et oublierait, les enfants étant résilients et tout le reste. L'audace de cela, s'attendre à ce que je donne la priorité au bien-être de ma sœur plutôt qu'à la sécurité de ma fille, dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai consulté un avocat nommé Robert Finch au sujet des options juridiques. Il a examiné la situation avec un détachement professionnel, prenant des notes pendant que je lui expliquais l'historique complet du comportement de Tamara et des schémas de complicité de mes parents. Vous avez des motifs pour une injonction d'éloignement, a-t-il confirmé. Le dossier pénal contre votre sœur est solide. L'accusation s'attend à une condamnation pour plusieurs chefs d'accusation, notamment agression avec une arme mortelle, mise en danger de la vie d'autrui et mise en danger d'un enfant. L'ingérence de vos parents, bien que moralement répréhensible, n'atteint pas le niveau de charge criminelle, à moins que le procureur ne puisse prouver une conspiration. Et la responsabilité civile? Son expression s'est aiguisée d'intérêt. Vous pourriez engager une poursuite civile contre votre sœur pour les frais médicaux d'Emma, les coûts de thérapie et les dommages émotionnels. Étant donné sa situation financière, le recouvrement pourrait s'avérer difficile. Vos parents, cependant, en tant que propriétaires qui ont permis que cela se produise sur leur propriété tout en empêchant activement toute intervention, représentent une cible plus viable. L'idée a fait son chemin. Mes parents avaient des biens, leur maison, des comptes de retraite, des investissements immobiliers. Ils avaient passé des décennies à se construire une sécurité financière confortable. S'ils voulaient défendre les actions de Tamara, ils pouvaient le faire avec leurs propres ressources plutôt qu'avec des mots vides. J'ai autorisé Robert à engager une poursuite civile contre eux trois. Le dépôt de la plainte a fait les nouvelles locales, ce qui a explosé en drame sur les réseaux sociaux. Des membres de la famille élargie que je connaissais à peine sont sortis de l'ombre pour partager leurs opinions. Certains m'ont soutenu, partageant leurs propres histoires d'incidents passés de Tamara qui avaient été étouffés.
D'autres m'ont condamnée pour m'en être prise à mes propres parents, me dépeignant comme vindicative et cruelle. Ma tante Paula, la sœur de ma mère, m'a appelée directement. Ta mère est dévastée, dit-elle sans préambule. Elle a perdu du poids. Elle dort à peine. Ce procès l'a détruit. Elle m'a fait des cauchemars toutes les nuits, ai-je répondu. Elle ne peut pas encore lever son bras gauche au-dessus de son épaule. Elle sursaute quand les portes claquent. Mais s'il te plaît, dis-moi plus sur les difficultés de sommeil de maman. Pas besoin de sarcasme. J'essaie de te faire entendre raison. La raison aurait été d'empêcher Tamara de pointer une arme sur un enfant. Où était le souci de la raison de tout le monde à ce moment-là? Paula a soupiré lourdement. Nous faisons tous des erreurs. Garder rancune n'aide personne. Ce n'est pas une rancune. Ce sont des conséquences. Quelque chose que Tamara n'a jamais affronté parce que tout le monde autour d'elle insiste pour que ses victimes pardonnent et oublient. Elle est malade. Elle a besoin de traitement, pas de punition. Elle peut recevoir un traitement en prison. Ma préoccupation est Emma, pas la réhabilitation de Tamara. La conversation s'est mal terminée, comme la plupart d'entre elles à cette époque. Les membres de la famille qui avaient vu Tamara recevoir un traitement de faveur pendant des décennies s'attendaient soudainement à ce que je continue sur cette lancée. Leur déception face à mon refus était presque comique, comme si tirer sur un enfant devait mériter la même réponse qu'arriver en retard à un dîner ou oublier un anniversaire. Pendant les semaines précédant le procès pénal de Tamara, des détails supplémentaires ont émergé qui ont brossé un tableau encore plus sombre de son état d'esprit. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait été licenciée de son emploi dans une agence de marketing 3 mois auparavant pour comportement erratique et suspicion d'abus de substances. Son appartement, fouillé en vertu du mandat, a révélé des bouteilles d'alcool vides cachées dans les placards et les armoires de salle de bain, ainsi que des factures impayées remontant à 6 mois. Un journal intime trouvé sous son matelas contenait des entrées décousues sur le sentiment d'être négligé et sous-estimé par la famille, mon nom apparaissant à plusieurs reprises aux côtés d'accusations selon lesquelles j'avais toujours été l'enfant prodige qui la faisait paraître mauvaise en comparaison. Une entrée, datée d'une semaine avant la réunion, disait « Il pense tous qu'elle est si parfaite avec son enfant parfait et sa vie parfaite. Peut-être qu'il est temps de secouer les choses. Tant pour Emma de voir que maman ne peut pas la protéger de tout. Tant pour eux tous de me prêter attention pour une fois. » Le psychologue légiste de l'accusation, le docteur Raymond Torres, a témoigné que ses écrits démontraient un schéma de ressentiment et de recherche d'attention qui s'était intensifié avec le temps. Il a expliqué comment les actions de Tamara à la réunion représentaient une manifestation extrême de rage narcissique combinée à une désinhibition induite par la substance. Elle n'avait pas simplement commis une terrible erreur. Elle avait délibérément créé un scénario conçu pour terroriser et potentiellement blesser ma fille comme moyen d'affirmer sa domination et de me punir pour des affronts perçus. Ce témoignage a dévasté mes parents d'une manière que la fusillade elle-même n'avait pas semblé faire. Voir un clinicien professionnel disséquer la pathologie de leur fille en audience publique, entendre son intention malveillante exposée au grand jour, a finalement fissuré la carapace défensive de ma mère. Elle a quitté la salle d'audience ce jour-là, visiblement secouée, son calme soigneusement entretenu s'effondrant. Mon père l'a suivi, une main sur son épaule, le visage gris et tiré. Ils ne m'ont cependant pas contacté. Même confrontés à des preuves irréfutables de la cruauté calculée de Tamara, ils ne pouvaient pas se résoudre à reconnaître leur rôle dans sa complicité. Paula m'a de nouveau appelé après le témoignage de ce jour-là, sa voix contenue. Ta mère veut que tu saches qu'elle n'avait aucune idée que Tamara était aussi perturbée, dit-elle prudemment. Elle demande si tu pourrais envisager. Envisager quoi? L'ai-je interrompu. De prétendre que des années à excuser le comportement de Tamara n'ont pas contribué à cela? Que me retenir pendant qu'elle visait Emma avec une arme était en quelque sorte compréhensible? Elle a du mal à tout digérer. Ils ont tous les deux du mal. Apprendre que Tamara a délibérément visé Emma pour te faire du mal. Ça a changé leur perception de ce qui s'est passé. Ça aurait dû changer les choses au moment où c'est arrivé. Le fait qu'ils aient eu besoin du témoignage d'un psychologue pour reconnaître le danger m'en dit long sur leurs priorités. Paula est restée silencieuse un instant. Que faudrait-il pour que tu envisages une réconciliation? Un voyage dans le temps,
ai-je dit d'un ton plat. La capacité de revenir en arrière et de les voir agir comme de vrais grands-parents au lieu de l'équipe de défense de Tamara. Comme c'est impossible, il n'y a rien à envisager. Pendant ce temps, les séances de thérapie d'Emma ont révélé des couches de traumatisme que je n'avais pas entièrement saisies. Le docteur Martinez a expliqué que les enfants qui subissent la violence de la part de membres de leur famille font face à des défis uniques pour traiter la trahison. Emma avait fait confiance à sa tante, on lui avait appris que les réunions de famille étaient des espaces sûrs. La dissonance cognitive d'avoir cette confiance brisée alors que d'autres adultes de confiance, ses grands-parents, empêchaient activement son sauvetage, avait créé une anxiété profonde concernant les situations sociales en général. Elle n'arrête pas de me demander si je vais vraiment la protéger la prochaine fois, ai-je dit au docteur Martinez lors d'une de nos consultations privées, comme si je l'avais laissé tomber la première fois. Dans sa perception, vous l'avez laissé tomber, a dit doucement le docteur Martinez. Non pas à cause de quelque chose que vous avez mal fait, mais parce que son grand-père vous a physiquement empêché de l'atteindre. Dans sa compréhension de fillette de 5 ans, papy était plus fort que maman, ce qui signifie que peut-être maman ne peut pas toujours la garder en sécurité. Cette révélation m'a anéanti. L'hypervigilance d'Emma, son besoin constant de réconfort ne découlait pas seulement des actions de Tamara, mais du fait qu'elle avait été témoin de mon incapacité à surmonter l'interférence de mon père. Elle avait appris que même les adultes qui l'aiment pourraient ne pas être en mesure de la protéger lorsque cela compte le plus. Comment puis-je réparer ça? Ma voix s'est brisée sur la question. Vous avez déjà commencé. En retirant les personnes dangereuses de sa vie, en poursuivant des actions en justice, en choisissant constamment son bien-être plutôt que la pression familiale, vous démontrez que vous donnez la priorité à sa sécurité par-dessus tout. Elle intégrera cette compréhension avec le temps, mais cela demande de la patience et de la constance. Je me suis consacrée à être la mère dont Emma avait besoin. Chaque événement scolaire, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque séance de thérapie, j'étais là, pleinement présente. J'ai appris à reconnaître ces déclencheurs d'anxiété et j'ai développé des stratégies pour l'aider à les gérer. Quand elle a commencé à avoir des crises de panique avant de se coucher, j'ai installé un verrou sur la porte de sa chambre qu'elle seule pouvait contrôler de l'intérieur, lui donnant un sentiment tangible de sécurité. Quand elle a exprimé sa peur que mes parents se présentent à l'improviste, j'ai fait installer un système de sécurité avec des caméras couvrant toutes les entrées. Elle a également demandé un verrou spécial pour la porte de sa chambre, un qui lui donnait le contrôle tout en me permettant un accès d'urgence avec une clé que je gardais en lieu sûr. Ces mesures ont aidé, mais les progrès se sont faits par petits pas frustrants. Certaines semaines, elle semblait presque redevenue elle-même, jouant avec des amis et riant librement. D'autres semaines, des revers mineurs la faisaient replonger, un pot d'échappement qui pétarade sur le parking, un reportage sur la violence armée, même voir une pomme au rayon des fruits et légumes pouvait déclencher des réactions de panique. Les dépositions sous serment du procès civil se sont avérées particulièrement révélatrices. L'avocate de mes parents, une femme aux traits acérés nommée Patricia Caldwell, a tenté d'établir que leurs actions avaient été des tentatives pour éviter une escalade plutôt que de la complicité face au danger. Vous avez saisi le bras de votre fille pour l'empêcher de surprendre votre autre fille, qui tenait une arme à feu. C'est exact, a-t-elle demandé à mon père lors de sa déposition. J'essayais d'éviter que les choses n'empirent, a-t-il répondu, une réponse clairement répétée. Je pensais que si tout le monde restait calme. Mais vous lui avez dit d'arrêter de tout gâcher et que Tamara s'amusait enfin, a interjeté Robert Finch, lisant ses notes. Ce sont vos mots exacts selon plusieurs témoins. Comment cette déclaration correspond-elle à la prévention de l'escalade? La mâchoire de mon père a travaillé en silence pendant plusieurs secondes. J'étais peut-être en état de choc. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Vous vous en souveniez assez clairement lors de votre déposition initiale à la police, a insisté Robert. Vous avez confirmé ces mots aux officiers sur les lieux. Rétractez-vous maintenant cette déclaration? La déposition a tourné au vinaigre à partir de là. Mon père s'est contredit à plusieurs reprises, essayant de dépeindre ses actions comme protectrices, alors que les preuves montraient une priorisation claire des sentiments de Tamara par rapport à la sécurité d'Emma. La déposition de ma mère s'est avérée tout aussi dommageable. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle m'avait dit de la
laissée être la tante amusante, elle a eu du mal à formuler une réponse qui ne sonnait pas comme un déni du danger évident. Je ne pensais pas clairement, a-t-elle finalement dit, des larmes coulant sur son visage. Je voulais juste que tout le monde s'entende bien. Tamara avait été si déprimée, et la voir sourire pour une fois. Je n'ai pas réalisé l'arme. J'ai juste vu ma fille heureuse. À quel moment avez-vous réalisé l'arme, a demandé Robert. Quand elle est partie, sa voix est tombée à un niveau à peine audible. Quand Emma a crié. Et dans les secondes avant qu'elle ne se décharge, alors que votre petite fille se tenait à 4,5 mètres d'une arme chargée pointée sur sa tête, vous avez dit à votre autre fille de laisser faire? J'ai fait une terrible erreur, ma mère a couvert son visage de ses mains. Je le sais maintenant. Je le sais. Leurs aveux, consignés dans un procès-verbal officiel, sont devenus centraux dans notre affaire civile. Patricia Caldwell a tenté de limiter les dégâts, arguant que le choc et le mauvais jugement n'équivalaient pas à une responsabilité légale. Robert a répliqué que les propriétaires qui autorisent des activités dangereuses sur leur propriété tout en empêchant activement toute intervention portent une responsabilité directe pour les blessures qui en résultent. Les avocats de la compagnie d'assurance, voyant leur exposition augmenter à chaque déposition, ont poussé à un règlement à l'amiable. Le procès pénal s'est déroulé plus rapidement que les affaires civiles ne le font généralement. Les preuves étaient accablantes. Les images vidéo, dévastatrices. La défense de Tamara a tenté de plaider la responsabilité atténuée en raison de l'alcool et de problèmes de santé mentale, mais l'accusation a démontré la préméditation par son achat d'armes et ses messages textes. Un message en particulier, envoyé à un ami la veille de la réunion, disait « J'ai hâte de surprendre tout le monde demain. Je vais en faire une réunion qu'ils n'oublieront jamais. » Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Tamara a été condamnée à 15 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Alors que le juge lisait la sentence, ma mère a sangloté de manière audible tandis que mon père restait de marbre, sa main serrant la sienne. L'affaire civile a pris plus de temps mais s'est finalement réglée à l'amiable. L'assurance habitation de mes parents a d'abord tenté de refuser la couverture, arguant que l'incident ne relevait pas des paramètres de la police. Robert Finch a combattu cette décision avec des documents prouvant comment l'intervention directe de mes parents avait permis la fusillade. La compagnie d'assurance a finalement accepté un règlement qui couvrait les frais médicaux d'Emma, les coûts de thérapie futurs et des dommages et intérêts totalisant $800 000. Pendant cette période, les membres de la famille élargie ont commencé à choisir leur camp avec une visibilité croissante. Ma cousine Jessica, qui avait enregistré la vidéo cruciale, a reçu des messages hostiles de parents l'accusant de trahir la famille. Elle m'en a transféré plusieurs, dont un de mon oncle Roger qui disait « Tu as détruit cette famille pour 15 secondes de vidéo. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même. » La réponse de Jessica avait été rapide et sans équivoque. Elle a posté sur les réseaux sociaux « J'ai filmé un enfant se faisant tirer dessus lors d'une réunion de famille pendant que des adultes restaient là à regarder. Si montrer la vérité a détruit la famille s'est détruite bien avant que j'appuie sur enregistrer. Je suis solidaire d'Emma et de sa mère, et quiconque a un problème avec ça peut se retirer de ma vie. » Son message est devenu viral au sein de notre réseau étendu, forçant les gens à confronter leur complicité dans des décennies de complaisance envers Tamara. Plusieurs parents m'ont contacté en privé, partageant des histoires que je n'avais jamais entendues. Mon cousin David m'a parlé d'un Noël il y a 7 ans où Tamara avait délibérément cassé le jouet préféré de sa fille dans un accès de rage et comment mes parents avaient insisté pour qu'il le remplace lui-même plutôt que de tenir Tamara responsable. Ma tante Linda a décrit un Thanksgiving où Tamara était arrivée avec des heures de retard, ivre, et avait fait tomber une dinde entière par terre. Ma mère avait simplement commandé une pizza et agi comme si de rien n'était. Le schéma est apparu clairement. Le dysfonctionnement de Tamara avait été normalisé à un tel point que les membres de la famille avaient appris à simplement absorber son chaos sans se plaindre. Quiconque s'y opposait était étiqueté comme difficile ou impitoyable. La mythologie familiale avait positionné Tamara comme fragile, troublée, quelqu'un qui avait besoin de patience et de compréhension plutôt que de limites et de conséquences. Mes parents avaient été les architectes de ce récit, mais nous y avions tous participé en l'acceptant.
J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, m'a dit Jessica autour d'un café un après-midi. Je l'ai vu s'aggraver de réunion en réunion, et je suis restée silencieuse parce que c'était plus facile que de faire face aux réactions de tes parents. Nous l'avons tous fait, ai-je dit. Mais ça s'arrête maintenant. Même si Tamara purge sa peine complète, elle sortira un jour. J'ai besoin que tout le monde comprenne qu'Emma et moi sommes définitivement séparés de quiconque pense qu'une réconciliation est appropriée. Jessica a hoché la tête fermement. J'ai déjà dit à mes enfants que nous n'assisterons à aucun événement où Tamara pourrait être présente. Peu importe que ce soit dans 10 ou 20 ans. Elle a prouvé de quoi elle est capable. Cette solidarité de la part de certains membres de la famille a aidé, bien qu'elle ait également mis en évidence les profondes divisions qui s'étaient formées. Les rassemblements de vacances se sont scindés en factions concurrentes, ceux qui se sont rangés du côté de mes parents et de Tamara, et ceux qui ont reconnu la gravité de ce qui s'était passé. Paula a tenté d'organiser un « cercle de guérison » pour combler le fossé, mais j'ai refusé de participer. Il n'y a rien à guérir entre nous, lui ai-je dit par SMS. Emma s'est fait tirer dessus. Mes parents l'ont permis. Ces faits ne changent pas, peu importe le nombre de cercles dans lesquels les gens s'assoient pour discuter de leurs sentiments. La convalescence physique d'Emma a apporté ses propres défis qui se sont étendus au-delà de la chirurgie initiale. Elle a nécessité 3 interventions supplémentaires au cours de l'année suivante pour traiter la formation de tissus cicatriciels et restaurer l'amplitude de mouvement de son épaule. Chaque chirurgie signifiait plus de temps d'absence de l'école, plus de séjours à l'hôpital, plus de moments à regarder le petit corps de ma fille être emmené en salle d'opération. Le règlement financier a couvert ces dépenses, mais l'argent ne pouvait pas compenser le tribut payé par l'enfance d'Emma. Sa 2e année de primaire s'est avérée particulièrement difficile. Elle avait du mal à participer aux cours d'éducation physique, incapable d'effectuer des activités nécessitant la force des bras. D'autres enfants posaient des questions sur ses cicatrices pendant l'unité de natation. Un garçon, avec la curiosité sans tact des enfants de 7 ans, a demandé si elle avait été à la guerre. Emma s'était figée, incapable de répondre jusqu'à ce que son professeur intervienne. L'école a fourni des aménagements, mais chaque modification rappelait à Emma qu'elle était différente maintenant. L'ergothérapeute qui travaillait avec elle 2 fois par semaine l'a aidée à développer des stratégies compensatoires, lui apprenant à utiliser son côté droit en priorité et à adapter ses mouvements pour protéger son épaule gauche plus faible. Emma abordait ses séances avec une détermination sombre qui me brisait le cœur. Un enfant ne devrait pas avoir à apprendre des stratégies compensatoires pour une tentative de meurtre. Sa 3e année de primaire a montré une amélioration progressive, bien que les progrès soient restés inégaux. À l'âge de 8 ans, 2 ans après la fusillade, elle avait retrouvé environ 70% de la fonction de son épaule gauche. Les limitations restantes seraient probablement permanentes, selon son chirurgien orthopédiste. Elle s'était assez bien adaptée pour participer à des matchs de football modifiés, bien que les mouvements de lancer au-dessus de la tête continuaient de la mettre au défi. Ses amitiés ont également changé pendant cette période. Certains enfants se sont éloignés, soit parce que leurs parents se sentaient mal à l'aise avec le traumatisme d'Emma, soit parce qu'Emma elle-même se retirait des situations sociales. Elle a développé des liens étroits avec 2 filles de sa classe, Kira et Madison, qui semblaient comprendre instinctivement son besoin de prévisibilité et de contrôle. Elle jouait principalement chez nous, où Emma se sentait le plus en sécurité, s'engageant dans des activités soigneusement structurées qu'elle pouvait gérer. Est-ce qu'Emma redeviendra un jour normal, m'a demandé tranquillement la mère de Kira un après-midi en venant chercher sa fille. La question n'était pas méchante, juste une préoccupation honnête. Elle développe une nouvelle normalité, ai-je répondu prudemment. Le traumatisme change les gens. Elle apprend à vivre avec ce qui s'est passé tout en restant une enfant. Vous faites un travail incroyable avec elle. Je ne sais pas comment vous tenez le coup. La vérité, c'est que je ne tenais pas entièrement le coup. J'avais commencé à voir mon propre thérapeute, le Dr Kenneth Shaw, pour traiter les couches complexes de chagrin et de rage qui faisaient surface à des moments inattendus. La culpabilité de ne pas avoir agi plus vite, de ne pas avoir empêché sa présence à la réunion, d'avoir jamais exposé Emma à Tamara. Cela tournait en boucle dans mon esprit sans relâche pendant ces premiers mois.
Mes parents ont dû vendre leur maison pour couvrir leur part après l'épuisement des limites de l'assurance. La vaste propriété avec son chêne et ses souvenirs de réunions de famille a été mise sur le marché, se vendant en 3 mois à un jeune couple avec des jumeaux. Ma mère m'a appelé une fois après la clôture, la voix pleine de larmes. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle dit. Nous emménageons dans un appartement de 2 chambres. 40 ans à construire une maison, partie en fumée. Les factures de thérapie d'Emma continueront pendant des années, ai-je répondu. Son épaule pourrait ne jamais retrouver sa pleine fonction. Elle se réveille encore en hurlant. Mais oui, je suis satisfaite que vous subissiez enfin des conséquences. Nous sommes tes parents. Nous t'avons donné la vie. Et vous avez failli me coûter celle de ma fille. La balance ne penche pas en votre faveur. Elle a raccroché. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. Emma a eu 6 ans en octobre, 3 mois après la fusillade. Elle voulait une petite fête, juste 3 amis de la maternelle, dans un parc de trampoline loin de tout espace de réunion familiale. Elle avait demandé aucune surprise, aucun jeu qu'elle n'avait pas approuvé au préalable, aucun invité inattendu. Le traumatisme l'avait rendue hypervigilante, scrutant constamment les menaces potentielles. « Peux-tu promettre que tante Tamara ne viendra pas ?» m'a-t-elle demandé pendant que nous préparions les invitations. « Tante Tamara est en prison », lui ai-je dit doucement. Elle ne peut pas venir à ta fête ni nulle part ailleurs pendant très longtemps. Et papy et mamie? Ils ne sont pas invités. Juste tes amis et moi. Elle a hoché la tête, un soulagement visible alors que ses petites épaules se détendaient légèrement. Bien. Je ne veux plus les voir. Tu n'as pas à voir qui que ce soit que tu ne veux pas voir, ai-je promis. Ta sécurité et ton confort passent avant tout. Toujours. La fête s'est bien déroulée. Emma a ri, sauté sur les trampolines avec ses amis et mangé de la pizza sans ce regard hanté qui traversait parfois son visage. Elle semblait presque normale, même si je savais bien que la guérison n'était pas complète. Le docteur Martinez m'avait prévenu que le traumatisme infantile pouvait refaire surface de manière inattendue tout au long du développement. Emma pourrait avoir des difficultés avec la confiance, avec l'anxiété, avec la gestion des conflits. Elle aurait besoin d'un soutien continu, peut-être pendant des années. Certaines blessures ne se referment jamais complètement, elles se cicatrisent juste assez pour devenir gérables. Tamara a envoyé une lettre à Emma par l'intermédiaire de son avocat 6 mois après le début de sa peine. Robert Finch me l'a transmise avec une note suggérant que je la lise d'abord avant de décider si je devais la partager avec Emma. La lettre s'étendait sur 3 pages remplies d'excuses et d'explications sur la maladie mentale et la dépendance. Tamara prétendait avoir été dans un état dissociatif, qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose de ce jour-là, qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à personne. La lettre se terminait par une demande, « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'espère que nous pourrons reconstruire notre relation quand je sortirai. Je suis ta tante et je t'aime beaucoup. » Je l'ai brûlé dans l'évier de la cuisine, regardant le papier se recroqueviller et noircir en cendres. Emma n'avait pas besoin des justifications de sa tentative d'assassin ni de ses appels au pardon. Elle avait besoin de sécurité et de stabilité, pas du fardeau de la réconciliation avec quelqu'un qui l'avait traumatisée. Mes parents ont fait une dernière tentative de contact 1 an après la fusillade. Ils ont envoyé une lettre recommandée par l'intermédiaire de leur nouvel avocat proposant des visites supervisées avec Emma dans le cadre d'un processus de guérison familiale. La lettre soulignait leur âge, le temps limité qui leur restait, leur désir de connaître leur petite fille avant de mourir. Robert Finch a rédigé une réponse qui décrivait la thérapie continue d'Emma, ses souhaits exprimés d'éviter tout contact, et mes droits en tant que parent ayant la garde de prendre des décisions dans son meilleur intérêt. Il a conclu en notant que toute nouvelle tentative de contact non désiré entraînerait des injonctions d'éloignement et des accusations potentielles de harcèlement. Les lettres ont cessé après cela. Emma a maintenant 8 ans et s'épanouit en CE2. Malgré les limitations physiques persistantes de sa blessure, elle joue au football avec une participation modifiée. Son bras gauche est toujours plus faible que le droit. Elle voit le docteur Martinez 1 fois par mois au lieu d'1 fois par semaine, la fréquence ayant été réduite à mesure que ses mécanismes d'adaptation se renforcent. Elle a des amis, des passe-temps,
une vie qui existe en dehors du traumatisme qui a marqué sa petite enfance. Parfois, elle pose des questions sur Tamara, principalement des questions factuelles sur où elle est et combien de temps elle y restera. Je réponds honnêtement, mais sans les détails dont elle n'a pas besoin. Quand elle pose des questions sur mes parents, je lui dis qu'ils ont fait des choix qui l'ont mise en danger et que nous n'avons pas de relation avec les gens qui ne nous gardent pas en sécurité. Même s'ils sont de la famille, a-t-elle demandé une fois. Surtout s'ils sont de la famille, ai-je répondu. La famille est censée te protéger. Quand ils ne le font pas, tu te protèges en gardant tes distances. Elle a semblé accepter cela, bien que je soupçonne que le concept évoluera à mesure qu'elle mûrira. Un jour, elle voudra l'histoire complète, le tableau complet de ce qui s'est passé et pourquoi. Je lui dirai la vérité quand elle sera prête. Comment la main de son grand-père m'a retenu. Comment sa grand-mère a ignoré le danger. Comment tout un groupe d'adultes s'est figé au lieu de la protéger. Je lui dirai que les liens du sang n'obligent pas au pardon. Que les conséquences ont un but. Que certaines trahisons coupent des liens au-delà de toute réparation. Je lui apprendrai que l'autoprotection n'est pas égoïste, que l'établissement de limites démontre la force plutôt que la faiblesse, et qu'elle ne doit rien aux personnes qui ont prouvé qu'elles accordaient plus de valeur au sentiment de quelqu'un d'autre qu'à sa sécurité. L'argent du règlement est placé dans un fonds en fiducie pour les futurs besoins médicaux et les études universitaires d'Emma. Chaque trimestre, je consulte les relevés de compte et ressens une satisfaction sombre en sachant que la retraite confortable de mes parents subventionne la fille qu'ils n'ont pas su protéger. Robert Finch appelle cela la justice poétique. J'appelle cela le strict minimum qu'ils pouvaient apporter après avoir permis une tentative de meurtre. Tamara sera éligible à la libération conditionnelle dans 7 ans. J'ai déjà contacté le bureau du procureur pour m'assurer d'être informé de toute audience. J'assisterai à chacune d'entre elles, les dossiers médicaux et les documents de thérapie des mains en main, et je m'opposerai à sa libération avec tous les outils disponibles. Elle a prouvé qu'elle était un danger pour les enfants de la manière la plus viscérale possible. Réhabilitation ou non, elle ne mérite pas une libération anticipée. Mes parents apparaissent occasionnellement sur mes réseaux sociaux par le biais de relations mutuelles, des photos d'eux à des événements de l'église, chez Paula pour les vacances, vivant leur vie diminuée mais fonctionnelle. Ils ont l'air plus vieux, plus gris, légèrement dégonflés par rapport à leur prospérité antérieure. Je ne ressens rien en voyant ces images. Ni satisfaction, ni regret, rien qu'une légère reconnaissance qu'ils existent quelque part dans le monde, séparés du mien. Les gens suggèrent parfois que je m'accroche à la colère, que le pardon me libérerait des émotions négatives. Ils comprennent mal la situation. Je ne porte pas la colère comme un fardeau qui m'alourdit. Je maintiens des limites nécessaires qui protègent mon enfant de personnes qui ont fait preuve d'un jugement catastrophiquement mauvais. Il n'y a aucun poids émotionnel à cela, juste une reconnaissance lucide de la réalité et une réponse appropriée. Emma ne passera jamais de temps sans surveillance avec ma famille élargie. Elle n'assistera jamais à une autre réunion ou à un rassemblement de vacances où la présence de Tamara pourrait se produire. Elle grandira en sachant que certaines relations se terminent non par manque d'amour, mais par une incompatibilité fondamentale entre la sécurité et l'obligation. Et elle saura que sa mère l'a choisi. Lorsque j'ai été forcée de choisir entre préserver l'harmonie familiale et protéger mon enfant, je l'ai choisi sans hésitation ni regret. Ce choix, je l'espère, la portera à travers tous les défis que la vie lui présentera. Cette connaissance d'être valorisée par-dessus tout, même les liens du sang et la pression sociale, deviendra le fondement de son estime de soi. Le pistolet existe toujours quelque part dans un casier à preuves, étiqueté et catalogué pour d'éventuels appels. Parfois j'y pense, à son poids dans la main de Tamara, à la manière désinvolte dont elle l'avait pointé, au terrible moment avant que le cran de sûreté ne se désengage où tout aurait pu se passer différemment. Si j'avais bougé plus vite, si quelqu'un d'autre était intervenu, si mes parents avaient possédé ne serait-ce que des instincts parentaux de base à ce moment critique. Mais j'ai appris à ne pas m'attarder dans ces réalités alternatives. Emma a survécu. Elle est là, elle grandit, elle se construit une vie. C'est ce qui compte. Tout le reste, les procès, la rupture, la dévastation financière que j'ai infligée à mes parents sert le seul but de garantir que personne ne la mettra plus jamais en danger. 3 ans ont passé depuis cet après-midi d'été.
Le pommier dans l'ancien jardin de mes parents est toujours là, visible sur Google Street View, bien que la propriété appartienne maintenant à quelqu'un d'autre. J'ai regardé une fois, la curiosité morbide l'emportant, puis plus jamais. Ce chapitre est clos, la porte verrouillée, les clés jetées. Emma et moi avons construit quelque chose de nouveau dans les décombres. Une vie où la sécurité n'est pas négociable, et où la famille signifie des gens qui vous protègent plutôt que des gens qui partagent votre ADN. Certains pourraient appeler cela triste ou brisé. J'appelle cela honnête. Nous savons en qui nous pouvons avoir confiance parce que nous savons qui nous a trahis. Cette clarté, aussi brutale qu'elle ait été à obtenir, prouve sa valeur. Chaque jour, ma fille se réveille sans craindre que les personnes qui devraient l'aimer puissent au contraire lui faire du mal.